Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle. Nous sommes le 23 juin 1940, on prêtant l'oreille, on entend les bruits de bottes. L'Allemand vient d'entrer à La Rochelle, il se répand partout, il prend position et s'installe ici dans le quartier du marché, sous nos pas, là, sous ce bâtiment qui était l'hôtel des étrangers. La Kriegsmarine installe là son commandement. Et comme il fallait se protéger des bombardements, un bunker a été creusé en dessous qui a subsisté malgré les opérations des différents promoteurs immobiliers qui se sont succédés. Je vous propose qu'on entre dans le ventre de La Rochelle occupée pour nous retrouver avec Marc Béraud sur récit de cette résistance qui a fabriqué des héros ici comme ailleurs. Direction les sous-sols, Léopold Robinet, grand résistant rochelais. Voilà les amis, on y est. 280 mètres carrés de surface de béton pour des épaisseurs de murs de 2 mètres. La Rochelle bombardée plus de 3, pas bombardée. La Rochelle mise en alerte plus de 300 fois, mais avec 42 bombardements, c'était surtout comment dirais-je, la base sous-marine qui était visée, c'est elle qui morflait, mais ici, toujours à l'abri. Et à tel point que c'est là que la Kriegsmarine installe son commandement, je le disais. Alors quand on descend dans ce lieu qui est devenu avec le temps un musée, racheté par un Rochelais qui était passionné par l'histoire de la guerre et qui a permis de sauver ce lieu-là, s'est installé ici toute l'histoire de l'occupation de la Rochelle, de la guerre, la libération bien sûr, et puis l'occupation et les mouvements de résistance. Je suis content de retrouver Marc Béraud. Marc, bonjour. Bonjour Denis. Alors dites donc, dès qu'on est dans des bâtiments qui affleurent un peu l'histoire de la guerre, la dernière guerre, hop, on vous retrouve passionné que vous êtes, et en particulier devant un bouquin qui s'appelle « Les résistants oubliés ». Oui, alors les résistants oubliés, bon, il y a tous ceux d'honneur et patrie dont on parle pas très souvent malheureusement. Et puis alors il y en a, je dis, il est à mon avis plus oublié, il est carrément ignoré, c'est Léopold Robinet, qui a été le patron qui a constitué le groupe Honneur et Patrie et qui en a été le chef pendant jusqu'à sa mort. Et Léopold Robinet, bon, à La Rochelle, il y a un boulevard et une avenue qui portent son nom. Une extrémité, c'est boulevard, à l'autre, c'est avenue. C'est la seule chose qui évoque Léopold Robinet à La Rochelle. Et moi, je l'ai découvert ici avec Jean-Luc Labour. La première fois que je suis venu ici, c'était encore Jean-Luc Labour qui tenait les lieux. Qui a sauvé ce bâtiment, hein, finalement. C'est lui qui a eu la bonne idée d'acheter le bunker au moment où l'hôtel des étrangers mettait la clé sous la porte. Parce qu'il faut savoir que ce bunker, sitôt la fin de la guerre, l'Allemand s'en va, le lieu ne sert plus. Par contre, l'hôtel au-dessus, là, qui abritait 75 officiers, etc., a été rendu à l'activité commerciale hôtelière. Mais, comme ça ne servait plus ici en sous-sol, ça a été bouché. Pendant 40 ans, il y avait des espaces vides sous les pieds des séjournants dans cet hôtel-là. Et Jean-Luc Labour, à la faveur de la passion qu'il avait pour l'histoire, a révélé ces endroits au point aujourd'hui qu'ils sont animés. Ils sont pris en charge par une société qui gère d'ailleurs d'autres musées de la Seconde Guerre mondiale en Bretagne et en Normandie. Oui, c'est les deux frères Luc et Marc Breuer, qu'on voit d'ailleurs en photo ici avec Jean-Luc Labour en 2013, je crois. C'est à peu près l'époque où moi j'ai découvert les lieux avec Jean-Luc Labour. Là. Alors Marc, sur la résistance rochelaise, dès 41, ça résiste, mais après il faut que ça s'organise, parce que ça va un peu dans tous les sens. C'est à ce moment-là qu'il y a des mouvements comme Honneur et Patrie qui structurent un petit peu tout ça, avec quelques héros, enfin dont on saura qui seront des héros, Grasset, Raymond Boucher, etc. Et vous dites, l'oubliez Léopold Robinet, on les imagine, ces types plantés, plantus, etc. Et lui, il est tout chétif. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour que ce soit un héros pour vous? Alors, oui, c'est une bonne introduction ce que tu dis, parce que Léopold Robinet, c'est à la fois en apparence Monsieur Tout-le-Monde, c'est quelqu'un d'apparence très ordinaire, et en réalité, il va faire des choses totalement extraordinaires. Donc, il est né à Contray, dans le nord-est du département, à Vérolné de Saintonge, et il est né en janvier 1899, donc au moment de la guerre, tu vois, il a 41 ans, quoi. Mais il est fils d'agriculteur. On dit qu'il était bon élève. À mon avis, il n'a pas fait d'études supérieures parce que dès qu'il a 18-19 ans, il s'engage. Donc il s'engage dans l'armée en avril 1918. Il va être affecté en Syrie pendant 3 ans. Il revient en 1921. Il gagne des galons là-bas ou non, il est noyé dans la masse de ceux qui sont là-bas? Il va être une seconde fois militaire parce qu'il est mobilisé en 1939 jusqu'en juillet 1940 et il termine avec le grade d'adjudant-chef. C'est important parce qu'après on va dire comment il a fini.
Il est que sous-officier, adjudant-chef. C'est pas officier, ça encore. Adjudant-chef, c'est le grade le plus élevé des sous-officiers. Mais il est sous-officier. Et donc, il va rentrer après 1921. Il s'installe à Saintes, où il va être dans les assurances et se spécialiser dans le contentieux. Alors, comme le droit, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense qu'il a dû faire des cours du soir ou quelque chose comme ça, et obtenir un diplôme qui doit être au minimum ce qu'on appelait à l'époque le... Certificat d'études plus même. Non, c'était un truc juridique qu'on faisait en 2 ans et que les gens faisaient... Capacité en droit. La capacité en droit, voilà. Merci Denis. Donc il va s'installer à Saintes, il fait ça. Bon, je pense qu'il s'est marié une première fois à Saintes, et puis il va quitter Saintes et venir s'installer à La Rochelle. Alors il s'installe rue du Paty. Alors est-ce qu'il s'installe chez un assureur, est-ce qu'il crée son propre cabinet? Toutes les versions sont possibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas du tout partie de l'établissement de Rochelet. C'est pas un notable. C'est pas du tout un notable. Il est adhérent, il est socialiste, il adhère à la SFIO. Et je pense que, alors dès 1940, il est démobilisé, donc en juillet 1940, donc il revient à La Rochelle, et il commence avec sa femme, qui est à l'époque sa fiancée. À rédiger des petits tracts. Paul, elle s'appelle Paul. Il commence à rédiger des tracts, peut-être sur la table du salon le soir, etc. Enfin, t'imagines ce jeune couple amoureux qui voilà. Un lendemain de Saint-Valentin, comme aujourd'hui. Donc il commence à rédiger des tracts à la main, il en parle à son entourage, à ses relations. Je passe devant, on va progresser en même temps dans ce Ses relations à SFIO, ses clients, etc. Et alors, il est petit, 1m69, pas terrible, et il est blond, lisse, avec des petits yeux bleus. Oui, c'est ça, il a un physique tout à fait de monsieur tout le monde. Marc, pendant qu'on passe là, je vois un chat, facture récente, sûrement pas. Ça, c'est le chat noir, c'est l'emblème des sous-mariniers de la Palisse, des sous-mariniers allemands de la Palisse. Et je crois que c'est des femmes qui ont dessiné ça à une certaine époque, parce que c'était un lieu de protection, peut-être un lieu de perdition aussi pour les officiers. Lieu clos, comme dans tous les lieux clos de La Rochelle, comme d'ailleurs, les hommes gravent les murs, il n'y a qu'à voir la tour de la lanterne par exemple. On progresse parce qu'il y a une zone qui lui est consacrée. Oui, il y a... Les activités de résistance ici, on dit qu'au début c'était surtout de l'information vers Londres, il remontait des infos sur ce qui se passait à la base, et puis alors après, 43, c'est plus militaire là, on sabote. Absolument. Donc, il constitue son réseau avec beaucoup de force et de conviction, et ça va devenir un réseau très important. Ici, à La Rochelle, c'est le seul endroit où on se consacre, où il y a quelque chose qui est vraiment consacré à Léopold Robinet. Il y a notamment sa fiche militaire, et sa fiche militaire dit qu'au moment où le réseau est démantelé, il compte 1500 membres. Alors 1500 membres, on connaît surtout 150 cadres du réseau. Alors ces membres, ils sont partout dans les petits groupuscules qui étaient répartis dans la campagne, puis qui se sont un peu consolidés, solidifiés. C'est ça. Léopold Robinet, son mouvement Honneur et Patrie, a un peu fédéré et des personnes et des petits mouvements un peu embryonnaires. Marc, vous disiez qu'il n'était pas bourgeois, contrairement à la famille Grasset, etc., comme d'autres, là. Néanmoins, il était reconnu, admis dans le cercle des notables, tout en ne l'étant pas. Alors, je pense pas qu'il soit admis dans le cercle des notables, mais ce qui est extraordinaire chez cet homme, c'est que malgré tout ce qu'on dit sur son petit physique, son petit métier, etc., il est le chef fondateur et il est le chef incontesté. Il va être nommé en 1943 patron de l'armée secrète. Chef de l'armée secrète, ça en fait un type exposé, ça. En Charente-Maritime, reconnu par Londres. Il y a ici une photo dédicacée par le général de Gaulle. Donc c'est le chef incontesté. On dit même à la Libération qu'on l'avait pressenti pour être préfet. Alors on voit bien qu'il n'aura pas le temps d'y arriver, qu'il sera exécuté avant, mais être préfet ici. Voilà, dans tous ces titres qu'il va cumuler. Donc il est commandant de l'armée secrète, l'adjudant-chef est nommé commandant de l'armée secrète. Il a sous ses ordres au moins un général, des commandants, etc.
l'adjudant-chef. Je trouve ça absolument extraordinaire. En attendant, je voyais Antoine qui disait, oh là, je suis en train de filmer cette pièce et on vous a pas présenté cette pièce. Cette pièce, c'est le bar, parce que il fallait bien là pour la centaine de personnes qui régnaient ici pouvoir se détendre de temps en temps. Hein. On est sous terre, donc faut pas être claustro. Et puis ben, voilà, il y avait le petit foyer et qui donnait sur la zone d'habitation qu'on va voir tout à l'heure, et puis sur la zone de manœuvre, une grande pièce sur laquelle il y avait l'emplacement des bateaux au large de La Rochelle. Et toutes ces 10 organisées là, on disait que c'était fait pour 66 officiers et officiers supérieurs, cette zone de commandement. Elle était directement reliée à la base sous-marine de la Palisse. Ta question, c'était préfet de la Libération. Oui, préfet de la Libération. Préfet de la Libération, on est en 1943. 1943, c'est le tournant de la guerre. À partir de 43, oui. Début 43, tu as Stalingrad, tu as Rommel qui est arrêté par Montgomery, etc. Donc le vent tourne. Oui. D'ailleurs, dans le journal de Marcel Delafosse, il dit que les Français croient que, les Rochelais croient que la guerre va se terminer en septembre 43. Donc c'est le tournant de la guerre. Militairement, on commence à armer les réseaux de résistance, ce qui est le cas d'Honneur et Patrie, qui va recevoir des parachutages. Léopold Robinet crée un maquis pour les réfractaires au STO. Il crée un maquis dans son coin là. Peut-être Chizé. Contré, au nez de Saint-Ouen, il va le refermer très vite parce qu'il se rend compte que c'est un lieu qui est très mal protégé et tout. Mais préfet de la Libération, à partir de 43, on va penser à la libération parce que la victoire on peut entrevoir la victoire en 43. Donc on nomme des préfets de la Libération parce qu'il faut préparer une administration qui ne soit pas une administration collaborationniste. Et qui, mieux que les résistants, peuvent préparer l'administration de l'après-guerre. Donc Léopold Robinet est bien nommé préfet de la Libération. Comme il est fusillé en janvier 44. Parce qu'il a été dénoncé en 43 avec bien d'autres. Parce que l'Allemand se rebiffe en 43. Oui, et ça tape dur sur les résistants. Ce que je veux dire, c'est que préfet de la Libération, comme il meurt en janvier 44, c'est Edmond Grasset qui lui a réussi à partir, qui est nommé à sa place préfet de la Libération. Et le pauvre Edmond Grasset, qui lui a réussi à se planquer alors qu'il est condamné à mort par contumace, va être assassiné par un milicien le 8 mai 1944. Marc, il y a ce que la légende fait des hommes et puis il y a ce qui est la réalité tendre, j'allais dire, des écrits qu'on peut découvrir, qui fait qu'en dehors du champ un peu spectaculaire de la guerre, du combat, etc., de la résistance, il y a des hommes. Et dans cette vitrine-là, Léopold Robinet, il écrit aux siens, il écrit à sa mère en particulier. Ouais. C'est beau comme tout. Alors, moi, quand j'ai visité la première fois le bunker avec Jean-Luc Laborge, je suis tombé raide devant ce truc-là. C'est sa lettre de condamné à mort. Donc il écrit là, c'est le verso, c'est la lettre à sa mère, à ses frères et sœurs, etc. Léopold Robinet n'a pas eu d'enfant. Et de l'autre côté, le côté verso, c'est la lettre à sa femme. Et alors sur la lettre, là, il écrit à ses frères et sœurs qu'il les aime beaucoup, à sa mère, etc. En leur disant qu'il va les retrouver au ciel, etc. Ouais. Et de l'autre côté, dans la lettre à sa femme, il lui dit, elle s'appelle Paul, elle a été très courageuse, il lui dit, aucun homme ne pourra t'aimer autant que je t'ai aimé, donc je te demande de ne pas te remarier. Sachant que la lettre c'est recto verso et que Paul, la femme de Léopold Robinet, s'est remariée ensuite. Mais cette phrase est un peu dure, mais je crois que c'est une grande preuve d'amour qu'il voulait lui donner une ultime fois. Mais si on en revient, tu as Honneur et Patrie. Honneur et Patrie, donc ils se font arrêter par la Gestapo entre septembre et octobre 1943. 47 morts, c'est un lourd tribut, ça. Morts, donc ils sont 77 à être arrêtés et ils vont être, donc Léopold Robinet en tête, internés à Lafont, torturés, etc. Ensuite, ils sont transportés à Bordeaux au Fort du Ha et puis ils vont être fusillés le 11 janvier 1944 au camp de Souges. Mais sur les 77 qui sont jugés à la va-vite ou en 3 jours par un pseudo-tribunal allemand, etc., sur les 77, tu as 20 condamnés à mort, 21, si Edmond Grasset est condamné à mort par contumace, et tu as, je crois, 38 déportés, dont 26 ne reviendront pas de déportation. Et puis tu as une petite poignée, une quinzaine, qui eux vont être libérés 3 mois plus tard. Mais ce qui fait que sur les 77 membres d'Honneur et Patrie arrêtés à cette époque-là,
tu as 47 sont morts, quoi. Donc c'est quand même extraordinaire. On ne les honore pas à La Rochelle, c'est 47, ça me paraît complètement extravagant. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que l'autre jour, le 11 janvier 2024, à Contray, ils ont fait une grande cérémonie organisée par le représentant local du Souvenir français, M. Lanciani, et ils ont fait une grande cérémonie avec la sous-préfète, la sénatrice, etc. Les enfants des écoles sont très... Et nous, on n'a rien fait. Voilà, en tout cas, grâce... Voilà, et c'est le seul endroit où on voit vraiment qui était Léopold Robinet. Tu as une photo dédicacée par le général de Gaulle, du commandant Robinet, puisqu'il a terminé commandant avec des généraux sous des ordres, etc., etc. En tout cas, Marc, grâce à la détermination de gens comme vous, mais aussi comme Jean-Luc Labour en son temps, qui a su sortir de l'oubli ce lieu-là et de ramener tous les souvenirs que les Rochelais avaient compilés ici pour donner du sens à tout ça. Et puis un tas d'autres associations qui entretiennent le souvenir, mais qui s'évaporent progressivement parce que le temps passe. Et bien, grâce à vous, voilà les étapes de la vie de cette ville. C'est pas le siège de La Rochelle, mais ça l'a bien valu. Ce qu'on peut dire, Denis, parce que ce musée, on a une chance d'avoir un tel musée à La Rochelle, dans un lieu authentique. Et il paraît que l'année dernière, en 2023, ils ont su 48 000 visiteurs. Énorme. Voilà. Alors, il est, bon, Antoine vous le montre là, il est ponctué d'un tas d'images de vie quotidienne à La Rochelle. Il est ponctué d'un tas de maquettes. Alors, c'est émouvant, ça pourrait paraître désuet ailleurs, mais en même temps, c'est très, très pédago. Donc, voilà les fameux U-boats qui étaient dans la base sous-marine de la Palisse, et alors là, qui était un des points forts du mur de l'Atlantique. Ça nous a valu d'ailleurs que la guerre chez nous finisse un petit peu plus tard qu'ailleurs, poche de La Rochelle. 8 mai 1945, donc reddition. Les Allemands partent à partir du moment où l'armistice est signé, donc le 8 mai 1945, au dernier moment. Alors les U-boats, il y a des U-boats qui ont été convertis ensuite pour la marine française. La marine française en a récupéré un certain nombre. Et puis alors, voilà, donc la visite continue. On vous invite, les amis, quand vous passerez par La Rochelle, à venir visiter ce musée. Et alors, vous vous dites, mais comment ils dormaient, les gars? C'était quoi le niveau de confort dans un bunker comme ça? Et ben là, voilà, vous avez des petites cellules qui donnent à voir ce qu'était l'espace consacré alors donc à des officiers plutôt ici dans ce bunker. Et le malade, un fauseur de Fernandel là, dans le lit. Là, tu as remarqué que c'est quand les Français récupèrent, puisque tout ça, ce sont des uniformes français, de marins français. Voilà. Effectivement, il y a Fernandel. Là, se vêtir sous l'occupation, et il y a de tout, hein, voilà, se nourrir sous l'occupation, c'est très très pédago. Et puis derrière, une petite cabine, voilà. Et le ventre des U-boats, comment on vivait à l'intérieur, c'est aussi très pédago. Ça donne à voir quand même la puissance de l'Allemand à ce moment-là, quand il a livré sur les théâtres d'opération ses créations, ses inventions, ses révolutions techniques, technologiques. Tu sais que dans un des parachutages d'armes de 1943, de l'été 43, Honneur et Patrie a reçu des pastilles pour neutraliser les batteries des sous-marins. Et c'est Raymond Boucher, qui s'était fait engager à la base sous-marine, qui a utilisé, ou qui a fait utiliser ces pastilles pour saboter quelques sous-marins. Voilà les amis, écoutez, si vous voulez poursuivre cette histoire, en tout cas voilà un nouveau héros, entre guillemets, local de la résistance, accroché, clac, dans la panoplie des belles personnes, Léopold Robinet. Si vous voulez poursuivre cette visite, c'est ici, au bunker de La Rochelle, dans le quartier du marché, c'est fléché partout dans la ville, et vous descendez, c'est assez étonnant. Et on a une image de ce qu'était cet hôtel des étrangers à l'époque. Étonnamment, on choisit l'hôtel des étrangers pour venir installer l'occupant. Clin d'œil à l'histoire. Dernier petit clin d'œil à Léopold Robinet. Léopold Robinet, bon, il a un boulevard et une avenue. Moi, j'aimerais qu'il ait beaucoup plus que ça à La Rochelle, parce que c'est quelqu'un complètement extraordinaire. Bon, monsieur le maire et son conseil municipal, soyez attentifs et remettez un peu d'ordre dans cette histoire-là, en tout cas. Construisons une école et appelons-la Léopold Robinet. Voilà, en tout cas, pour la mémoire. Denis, je crois que c'est très important quand on conçoit tout ce qu'ont fait ces gens-là et qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a encore des groupes néo-nazis, pour moi, c'est incompréhensible. Et pourtant, ils passent, comme dans quelques instants, juste après nous ici, des écoles tous les jours. Finalement, qu'est-ce que les gamins retiennent si c'est pour que l'histoire se perpétue?
Oui, non, mais la meilleure façon, c'est d'initier les jeunes le plus vite possible à ce qu'a été la résistance et l'opposition à l'occupant et à toutes ces atrocités. Oui. Voilà les amis, faites savoir et venez voir. À très très bientôt sur nos ondes DLR TV. À bientôt pour d'autres découvertes. Vous avez un autre résistant comme ça sous le coude? Oh non, j'en ai pas, mais enfin, il y avait ces 47 morts qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Allez, honneur à ces 47 là, entre autres. À très bientôt les amis.